Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire la première partie de mon bilan lecture pour juillet 2018 et comme j'ai beaucoup de livres à vous présenter, je vais essayer d'être assez rapide. Donc je vous dirai pour quel livre j'ai fait une chronique sur mon blog, histoire que vous puissiez lire mon avis un peu plus approfondi si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Mais sinon je vais passer 3 heures en fait si je m'étends sur chacun d'eux, donc voilà. Je vais être un peu plus rapide que d'habitude, j'espère. Alors le premier livre que j'ai lu c'est Circe de Madeline Miller, donc ça raconte l'histoire de la magicienne Circé qu'on retrouve dans l'Odyssée d'Homère. Bon, concrètement, je la connaissais que là-dedans, parce que même si je m'y connais beaucoup en mythologie grecque, je n'avais pas trop entendu parler d'elle. C'est un personnage assez secondaire. Donc ici, on la suit de sa naissance à un événement dont je ne peux pas vous parler. Circe est une déesse qui n'a pas vraiment les mêmes pouvoirs que les autres dieux, et qui se découvre une inclination vers la magie, c'est-à-dire un art qui est plutôt mal vu par les dieux. Son pouvoir est fait de potions et de sortilèges, une espèce de tissage entre les deux, donc c'était vachement intéressant. C'est aussi super de découvrir un personnage secondaire de la mythologie de cette façon-là, puisque ça nous permet de la voir dans d'autres mythes. Pour moi, elle n'y était pas associée en fait, donc c'était vraiment intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, toutes les scènes sont pas... Enfin, sa vie n'est pas super agréable, quoi, c'est pas la petite maison dans la prairie, et puis c'est pas toujours tout rose. Même on va dire c'est jamais rose. Il y a une scène de viol par exemple. J'étais pas bien, hein, du tout. Ce livre est écrit à la première personne, donc on est vraiment dans la tête de Circe, et j'ai trouvé ça génial en fait de voir les mythes et ce qui lui arrive de son point de vue à elle. C'était top. L'écriture est excellente. C'est aussi super de découvrir d'autres personnages à travers son point de vue, par exemple Ulysse, que je déteste de tout mon cœur, depuis que j'ai lu l'Odyssée, depuis que j'ai lu l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood. Je ne supporte pas ce personnage, et le voir ici, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, on va dire que j'ai une once de sympathie pour lui, mais c'est tout. Il y a aussi le personnage de Dédale qu'on découvre, on voit aussi passer Médée, Jason, on voit Pénélope, Télémaque. On voit aussi les dieux évidemment, et j'ai beaucoup aimé la façon dont les dieux sont présentés, on va dire, puisque certaines personnes ont parfois l'idée que les dieux sont parfaits et que donc ils sont très sympathiques, tout ça. Et là non, ils sont montrés de façon très cruelle. On comprend qu'en fait les humains ne sont là que pour les louer et qu'ils en ont absolument rien à faire d'eux. Ce ne sont pas que les dieux masculins qui sont présentés comme des êtres cruels qui attendent d'être loués par les hommes, mais aussi les femmes. Par exemple, on a Athéna, que je n'avais jamais vue dépeinte comme ça, donc c'était donc très intéressant. Bon, il y a tout un tas de personnages pas sympas, genre Pasiphae, Aétès, Hélios, sympa, et d'autres personnages humains qui sont très peu appréciables, on va dire. Voilà, j'ai adoré. J'ai globalement tout aimé dans ce livre. Voilà, donc j'ai fait une chronique sur mon blog pour ce livre-là et j'ai hâte de lire The Song of Achilles parce que ça va être génial. Voilà. Et je me suis beaucoup attachée à Circé et j'ai quasi envie d'avoir un autre livre de ce genre, mais avec un autre personnage secondaire féminin de la mythologie. Ce serait génial. Ensuite, je me suis dit que j'allais rester dans la détente entre guillemets et que j'allais tenter de lire un autre livre avant de commencer les bouquins pour l'agrégation. Alors j'ai tenté L'effet Mandela d'Henri Alain Roy, qui est mon seul abandon pour l'instant ce mois-ci. C'est censé être un thriller fantastique et une véritable histoire de l'Afrique du Sud. On suit Abel Bach, qui vit à Paris, et qui visiblement va être lié à l'histoire de Mandela d'une façon ou d'une autre. Voilà. Alors j'ai à peu près tout détesté malheureusement. J'ai pas du tout aimé l'écriture, j'ai trouvé que c'était assez mal écrit. Voilà, il y avait des petits problèmes d'orthographe, tout ça, des structures de phrases. Concernant l'histoire, j'ai trouvé que c'était très sexiste, très sexiste, que c'était assez incohérent, que ça allait un peu dans tous les sens, que c'était exagéré et que c'était bourré de clichés, donc très stéréotypé. En fait, on a l'impression que pour l'auteur c'est normal d'écrire ce genre de scène, alors que quand on lit ça, et qu'on est même pas forcément féministe, mais qu'on estime un minimum les femmes, non, voilà, parce que toutes les femmes en fait sont présentées par rapport à leur apparence ou à leur sexualité. Voilà, on adore. Donc voilà, donc peut-être que ça peut vous plaire, mais moi je ne peux pas vous recommander ce livre vu que moi-même je ne l'ai pas apprécié. Je trouve que c'est un vrai problème quand on se trouve face à ce genre d'éléments dans un livre. Mais je remercie quand même les éditions, 9 éditions pour m'avoir envoyé ce livre. Ensuite j'ai commencé les bouquins pour l'agrégation. J'ai d'abord lu La dispute de Marivaux. En gros,
la dispute, c'est un débat pour savoir si ce sont les hommes ou les femmes qui sont plus inconstants ou qui sont les premiers à être inconstants dans une histoire d'amour. Pour tester cette théorie, on va dire, le prince a pris 4 enfants, enfin le roi plutôt, puisque c'est le prince qui va voir les résultats de l'expérience, mais c'est plutôt le roi qui a ordonné ça. Il a pris 2 garçons, 2 filles, donc 4 bébés, et il les a mis dans un endroit où ils ne voient pas de personnes blanches, puisqu'en fait leurs serviteurs sont noirs, et donc voilà, ils n'ont jamais vu que leurs serviteurs. Le prince un jour se dit, bon allez, on va les faire se rencontrer et voir qui va être inconstant le premier, qui va être infidèle le premier, ou si personne ne le sera. Voilà, donc c'est une petite comédie de Marivaux, c'était sympathique, c'était assez drôle en fait. Enfin, je m'attendais à ne pas trop apprécier, puisque moi et les comédies, on n'est pas très amis, on va dire. J'ai déjà lu pas mal de comédies de Molière et j'ai détesté. Mais là, franchement, c'était sympa. Et donc, je ne vous dirai pas qui est inconstant le premier. Je n'ai pas fait de chronique pour ce livre, ni pour pratiquement aucun livre de l'agrégation, mais peut-être que j'en ferai une par la suite. On verra. Voilà, donc c'était sympa. Ensuite, j'ai lu Boris Godunov d'Alexandre Pouchkine. Alors là, c'est un drame de l'histoire russe. Donc il faut quand même, pour lire cette pièce, avoir quelques rudiments d'histoire russe, ce que je n'avais pas. Donc c'était assez flou pour moi, on va dire. Je pense que j'apprécierai beaucoup plus cette pièce une fois que je l'étudierai en fait. Parce que là... bof. En gros, en 1598, Dimitri, l'héritier du trône, a été assassiné. Et c'est Boris Godunov qui est arrivé au pouvoir. Là, en gros, ça parle de l'hypocrisie du pouvoir, de l'hypocrisie des nobles, de complots ou de complots qu'on ne fait pas parce qu'on veut quand même garder une position dans la société. C'était sympa à lire, c'était intéressant. J'ai quand même appris beaucoup de choses vu que je n'avais pas de fondement, on va dire. J'avais juste lu l'arrière et je me suis dit ok. Donc oui, je pense que j'apprendrai encore plus en étudiant l'œuvre. Mais c'était quand même très sympa, c'était bien écrit, évidemment j'ai envie de dire. Donc si vous aimez le théâtre politique, historique, ou si vous aimez bien la littérature russe tout simplement, je vous le recommanderais pour tenter peut-être, ça peut être bien. Ensuite j'ai lu The Surface Breaks de Louise O'Neill, donc j'ai fait une petite pause. Alors c'est une réécriture de La Petite Sirène, une réécriture féministe du conte de La Petite Sirène d'Andersen. Donc c'est pas la version Disney, hein, c'est vraiment la version d'Andersen. Oui. Oui, oui. On va suivre Gaïa qui est une sirène et qui aimerait découvrir le monde des hommes. Et donc pour son 16e anniversaire, elle a le droit de remonter à la surface pour voir un peu le monde, on va dire. Et bien sûr, comme la petite sirène dans le conte, elle va sauver un homme d'un naufrage. Et tomber amoureux, évidemment. Je vais pas vous en dire plus, j'ai pas très envie de vous spoiler. Parce que même si vous connaissez le conte, vous allez découvrir quand même l'histoire, je préfère vous la laisser découvrir. Donc j'ai adoré ce livre, évidemment. Mais... alors, d'abord je vous donne les points négatifs. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions. Du genre on nous rappelait souvent certaines choses. Je pense que c'était pas nécessaire. Et la fin était vraiment très rapide. Du genre c'est trop, je pense. C'est presque incohérent. L'élément nouveau à la fin se développe beaucoup trop vite et est utilisé beaucoup trop vite. Donc je trouve que c'était pas... voilà. Bon, maintenant passons au positif. Donc j'ai aimé tout le reste. Hein. J'ai aimé la réécriture. J'ai trouvé que c'était très fidèle au conte. J'ai aimé l'histoire, on va dire. Surtout les réflexions en fait. Et là je vais commencer à défendre ce livre. Alors j'ai vu dans des avis, en fait j'avais peur de ne pas apprécier ce livre parce que j'avais vu beaucoup d'avis négatifs qui disaient par exemple que ce livre n'était pas féministe. C'est faux, ce livre est très féministe. C'est un livre écrit à la première personne, donc on est dans la tête de Gaïa tout le long. Et Gaïa a des réflexions du genre ça ne devrait pas se passer comme ça, les femmes devraient être les égales des hommes. Je caricature hein, mais en gros c'est ça. Donc c'est très féministe, c'est juste qu'en fait les gens disent que ce n'est pas féministe parce que Gaïa est complètement... comment dire? C'est comme si on lui avait lavé le cerveau. Elle a été éduquée d'une façon... elle ne peut pas en fait voir les hommes comme les égales des femmes puisque son père considère les femmes comme inférieures. Et donc elle a été éduquée avec cette idée. Mais pourtant elle sait que quelque chose ne va pas et elle comprend bien que c'est pas la réalité. Elle a l'idée dans la tête mais... elle n'arrive pas vraiment à briser ses chaînes, on va dire en gros, puisqu'elle est complètement sous l'influence de son père. Donc c'est très féministe, c'est juste que cette fille a eu le cerveau lavé, en gros. Donc elle est persuadée que son père a raison, même si elle pense qu'il y a des problèmes. Donc c'est justement l'éveil d'une conscience féministe, on va dire. Voilà. Alors ensuite j'ai vu que ce livre avait... enfin on disait que ce livre était misandre, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages masculins qui sont très négatifs, voire insupportables. Là je suis en train de penser à Zale,
à Rupert et au roi de la mer. Waouh! Alors là, on a une belle brochette de misogyne, sexiste, tout ce que vous voulez. Mais ce livre n'est pas pour autant misandre. Il n'y a jamais un moment donné où on vous dit que tous les hommes sont les mêmes, que tous les... Enfin si, c'est vrai que les Rusalkas vous pensent que tous les hommes sont les mêmes, mais ce n'est pas pareil, ce sont des figures de vengeance. Enfin Gaïa à aucun moment ne dit ça. D'ailleurs à un moment même elle dit, elle tombe amoureuse d'un homme, enfin d'un jeune homme, et à un moment donné elle dit qu'elle aurait préféré tomber amoureuse d'un autre parce que lui est quelqu'un de bien. Il faut avouer que tous les hommes et toutes les femmes ne sont pas des gens bien. Donc ce n'est pas misandre. Voilà. Ensuite, j'ai vu que ce livre avait été surnommé La petite sirène chez Gossip Girl ou un truc du genre. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de girl hate et de sister hate. Voilà, donc il y a beaucoup de haine entre filles, entre sœurs, tout ça. Mais c'est normal, elles ont reçu une éducation qui les force à être tout le temps en compétition et donc elles veulent toujours être la meilleure. Voilà, ce n'est pas, l'auteur n'écrit pas ce genre de choses là, genre la haine entre filles, pour dire non mais c'est génial, moi je trouve ça super, il faut que les filles continuent à se détester. Pas du tout. C'est de la dénonciation ici. Je pense qu'en fait ce livre traite énormément de l'éducation des filles et des garçons en fait. C'est juste que, par exemple, si Oliver est un tel gamin insupportable et arrogant, c'est parce qu'il est éduqué d'une façon qui ne va pas. Voilà. Et si Gaïa est une adolescente un peu paumée, qui ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, et qui veut être féministe mais qui n'y arrive pas, et qui se laisse marcher dessus, qui est complètement soumise parfois, c'est parce qu'elle a été éduquée pour être comme ça. Voilà, donc si elle a des espèces de... S'il y a de la haine entre sœurs, par exemple, entre Cosima et Gaïa, c'est leur éducation. Voilà, l'auteur ne nous présente pas des personnages qui détestent les filles ou les femmes juste parce que c'est normal. Non, justement, ça ne l'est pas. L'auteur traite de beaucoup de sujets du genre le viol, le sexisme, la misogynie, ce genre de choses. Voilà, donc c'est des sujets assez lourds, on va dire. Et j'ai lu aussi que ce livre était en gros un prétexte pour traiter de ces sujets. Alors non, ce n'est pas un prétexte. Je trouve au contraire que l'histoire de la petite sirène se prête parfaitement à ce genre de sujet. Voilà, j'ai trouvé que c'était excellent. C'était très bien fait, voilà. J'ai fait une chronique sur le blog si vous voulez en apprendre plus. Mais sachez que je ne pense pas que ce livre soit un prétexte, soit non féministe, soit misandre, soit quoi que ce soit. C'est un très bon livre qui traite de sujets de société et qui essaie de faire réagir les gens. Voilà, donc je trouve ça très bien. Et j'aime beaucoup. Voilà. Donc je suis persuadée que je lirai d'autres livres de Louise O'Neill. D'ailleurs j'ai emprunté Only Ever Yours pour m'y mettre. Voilà. Et avant de vous parler d'autre chose, je voulais vous dire que ce n'est pas non plus un monde de bisounours. Hein. Les femmes, par exemple, on parle de sisterhood et du fait que les femmes doivent toutes s'aimer entre elles pour présenter un front uni contre les hommes. Non, non. Les femmes ne sont pas obligées de toutes s'aimer. Par exemple, Gaïa n'aime pas du tout Eleanor et c'est pas pour autant qu'elles se font écraser ou ce genre de choses. Elles s'aiment juste pas. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Voilà. Et en revanche, moi j'ai beaucoup aimé le personnage d'Eleanor et j'ai aussi énormément aimé le personnage de Seto qui est sans doute mon personnage préféré dans tout le bouquin. Voilà, mais je peux pas trop vous en parler parce que j'ai envie de vous laisser un peu la surprise. Voilà, donc à lire. Ensuite, j'ai continué sur ma lancée pour l'agrégation. J'ai lu un des pires livres de la planète, pour moi en tout cas. Heart of Darkness, au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Voilà, alors on suit le capitaine Marlowe qui embarque pour le Congo pour faire son effort de colonisateur, on va dire. Et il va retrouver là-bas le chef, non pas le chef, si, un chef, qui s'appelle Kurtz et qui en gros devient fou. Alors c'est très raciste et si vous ne pensez pas que ce livre est raciste, je vais mettre en description un article de Chinua Achebe. Bon, cet article est en anglais mais peut-être que vous pouvez le trouver en français, sur le racisme dans Heart of Darkness. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. L'écriture était bien, c'est la seule chose qui était bien, puisque ce livre est aussi sexiste. Donc raciste, sexiste, et on s'ennuie un peu, et c'est pas vraiment mon style, du tout. Par exemple, je vais vous donner un exemple de racisme. À un moment donné, il y a un homme noir qui est au gouvernail d'un navire, il me semble, en tout cas j'ai compris ça. Parce que j'étais assez distraite pendant ma lecture, ça m'agaçait assez de lire ce livre. Le personnage principal, puisque c'était à la première personne, en fait, en gros, c'est le capitaine Marlowe qui raconte son histoire à d'autres gens. Et en fait, on est du point de vue d'une des personnes qui l'écoute. Et donc, en fait, tout
Tout le livre en fait c'est le récit de Marlowe à ce personnage. Et donc à un moment donné il dit que pour lui le noir c'est comme un chien avec un chapeau il me semble. Qu'il n'est en gros pas à sa place, qu'il est déguisé en homme civilisé. Voilà, donc si je pouvais me passer de relire ce livre je le ferais, sauf que je pense que comme je vais devoir l'étudier, je vais devoir le relire. Ça va être formidable. Donc j'ai détesté ce livre, hein, autant vous le dire, il sera sans doute dans mes pires lectures de 2018. Voilà. Je pense que je peux pas donner une bonne note à un livre raciste, c'est impossible. Ensuite, j'ai lu La fosse suivante de Marivaux. Donc là c'est l'histoire d'une jeune femme qui va se déguiser en chevalier pour essayer de connaître un peu l'homme qui lui est destiné en mariage. Alors comme la dispute c'était assez drôle, puisque là c'était une femme qui trompe un homme, qui essaie de le découvrir sans que lui sache qui elle est, tout ça, c'était sympa. C'était une bonne détente comme je vous dis, mais comme je vais les étudier, je pense que ça va vite devenir autre chose qu'une détente. Mais franchement, si vous débutez dans le théâtre et que vous voulez lire une bonne comédie, je pense que vous pouvez commencer par Marivaux. C'est sympa, sachant que la plus courte de ces pièces est La Dispute, puisque j'en ai lu 3 ce mois-ci et que la plus courte était La Dispute. Ensuite, j'ai relu Cinna de Pierre Corneille, donc là c'est l'histoire de la conspiration de Cinna contre Auguste, donc l'empereur romain. Voilà, c'était génial, j'adore la tragédie, j'adore Corneille et j'adore l'histoire romaine, donc bon, tout était réuni pour que j'adore ce livre. C'est une réflexion sur le pouvoir vieillissant, sur comment on prend le pouvoir, sur le fait que même si on veut être pacifique, il faut avoir du sang sur les mains en gros pour prendre le pouvoir, en tout cas pendant l'histoire romaine. Je veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais sachez que oui, c'est pas la fin d'une tragédie traditionnelle. Le même jour que Cinna, j'ai relu aussi La double inconstance de Marivaux. Alors là c'est l'histoire de Sylvia qui a plu au prince, donc qui l'a donc enlevé, sauf qu'elle est amoureuse d'Arlequin et qu'elle a promis de se marier avec lui. Et donc elle veut pas du tout épouser le prince, elle s'en fout complètement de lui en gros. Et donc voilà, c'est la situation initiale. Donc c'était très sympa. Hein. Bon, par contre comme c'était ma 3e pièce de Marivaux, je commence à en avoir un peu marre entre guillemets, puisque c'est un peu tout le temps la même chose. C'est toujours un homme, une femme, leur inconstance, leurs infidélités, ou le fait qu'ils se jurent amour éternel alors qu'en fait, non. Voilà, donc c'était sympathique. C'est pas ma préférée, je préfère peut-être la fosse suivante à La double inconstance, mais c'était quand même sympathique. Ensuite, j'ai lu One Dark Throne de Ken Blake, le 2e tome de Three Dark Crowns. Alors, je ne peux pas vous parler de ce 2e tome, mais je peux vous résumer en gros le premier. Dans le premier tome, on découvre 3 sœurs, des triplés, qui en fait sont toutes les 3 reines. Il y a Katharine l'empoisonneuse, Mirabella l'élémentaliste et Arsinoé la naturaliste. Et ces 3 sœurs vont devoir se battre à mort en gros pour obtenir le trône, puisqu'une seule reine doit régner. Donc dans ce tome 2, on est dans l'année de l'ascension, et donc c'est le moment où elles vont devoir se tuer en fait. Puisque le premier tome installait plutôt l'histoire, nous présentait les sœurs, et là c'est plutôt le tome où on doit voilà, obtenir le trône, concrètement. Donc c'est assez cruel, c'est assez violent si on veut, oui. J'ai fait une chronique d'ailleurs sur mon blog si vous voulez mon avis plus approfondi, mais sachez que ce 2e tome est à la hauteur du premier. J'aime toujours autant certains personnages, du genre Arsinoé, Jules, Mirabella, je les aime toujours beaucoup. Katharine aussi, mais un peu moins ici, vous comprendrez pourquoi sans doute. J'ai aimé qu'il y ait énormément d'action, comparé au premier tome qui est un peu plus lent on va dire. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de voyages aussi, donc on se retrouve aux 4 coins de l'île, c'est sympa. Il y a aussi ici un arbre, une liste des personnages, ce qui peut être sympa quand on sait plus trop qui est qui. Il y a aussi de l'émotion, puisqu'à un moment donné j'étais pas bien, je dois avouer. Et en fait, si j'étais pas bien, c'est parce que la mort s'invite enfin dans cette série, donc il y a des personnages qui meurent. Il y a certaines choses qui m'ont agacée, par exemple la rétention d'informations, ça m'a agacée. Par exemple, Katharine a un secret, Arsinoé aussi, et elle garde ses secrets pour elle. Bon, Arsinoé, on connaît ce secret à la fin du premier tome, mais pas Katharine. Ce qui est assez agaçant en fait, parce que pour moi, elle aurait dû au moins le dire à Natalia. Ça me semble évident. Il y a beaucoup de mystères, ça commence à se développer, on va dire, il y a une intrigue qui... L'intrigue commence vraiment à prendre du relief, on va dire. Et donc, j'ai vraiment hâte de lire le 3e tome pour voir un peu où ça va aller. Ça traite comme The Surface Breaks de féminisme, enfin The Surface Breaks et de féminisme, puisqu'ici c'est une île où en gros les femmes règnent. Sauf qu'il y a des hommes qui s'immiscent un peu dans le truc et c'est assez énervant. Genre il y a 2 personnages masculins, j'avais envie de les tuer moi-même. Les 2 morts à la fin m'ont vraiment donné envie de pleurer, c'était assez affreux de lire ça. Mais voilà, c'est que les personnages me touchent vraiment et que Ken Blake a réussi son pari de me faire aimer sa série. Juste dans ce tome, les réflexions sociales en fait, ou féministes sont un peu moins présentes il me semble. Elles reviennent plus à la fin avec l'acte en fait.
en gros. Mais sinon, voilà. Donc sympa, j'ai hâte de lire la suite. Malheureusement, elle sort en septembre, donc il faudra encore que j'attende 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois. Ensuite, j'ai lu La Résistible Ascension d'Arthur Hovey de Bertolt Brecht. Alors en gros, là, c'est une pièce de théâtre qui fait le parallèle entre Arthur Hovey, qui est un personnage inventé bien sûr, entre Arthur Hovey à Chicago, qui tente de manipuler le commerce de légumes, et il veut forcer les commerçants à demander sa protection. Sauf qu'en fait, c'est lui le danger. Voilà. Donc le parallèle est fait avec Hitler pendant... avant la Seconde Guerre mondiale, donc pendant son ascension, on va dire. Et alors, j'ai aimé cette pièce, et je trouve qu'elle est très bien faite. Surtout, j'ai trouvé intéressant que l'auteur nous mette des espèces de pancartes à la fin, puisque comme c'est une pièce de théâtre, normalement les pancartes se trouvent sur scène. Voilà, donc en fait, il y a un panneau qui apparaît presque à chaque fin de scène pour expliquer en fait le parallèle, ce que ça représente en gros. Et heureusement, parce que parfois, j'ai pas tout à fait compris. Par exemple, il y a un moment, il y a un incendie, là, j'ai fait le parallèle avec le Reichstag. Mais sinon... Heureusement qu'il y avait ces parallèles faits directement par l'auteur, sinon j'aurais été un peu perdue je pense. L'écriture est très bonne, la fin est un peu... En fait au début, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit c'est un peu ridicule de comparer le commerce de légumes à l'invasion d'Hitler peu à peu en Europe. Mais en fait non, c'est... Au fil du temps en fait le ridicule s'efface pour qu'on se rende compte de l'énormité de ce qui s'est passé, concrètement. J'ai aimé la fin aussi qui met en garde le lecteur. Il nous dit que c'est pas fini, la menace existe toujours. J'ai aimé aussi certaines rimes poétiques et j'ai hâte d'étudier cette pièce pour en tirer le plus possible, on va dire. Et enfin, j'ai lu Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Donc bon voilà, j'ai rien d'autre à dire, hein. Ce sont les mémoires de Simone de Beauvoir quand elle était jeune fille. Je m'attendais à autre chose en fait, mais j'ai quand même vachement aimé. On part de la naissance de Simone de Beauvoir à la fin de ses études, donc quand elle a obtenu l'agrégation. Et j'ai trouvé que ça faisait plus autobiographie que mémoire, puisqu'elle ne commente pas vraiment les événements historiques. Il y a certaines bribes de réflexion, enfin de ses futures réflexions en fait, qu'elles soient philosophiques ou liées au féminisme, ce qui était vachement intéressant. Mais c'est surtout l'histoire d'une jeune fille tourmentée dont l'existence agit par cycle en fait. Donc elle va bien, elle va plus bien, et elle va bien, et elle va plus bien. Donc c'était vraiment très bien de lire ce livre. Enfin, c'était agréable en fait de découvrir Simone de Beauvoir en tant que jeune fille et de voir qu'elle était ordinaire entre guillemets. En tout cas dans ses sentiments, dans sa façon d'évoluer, tout ça. Mais oui, je m'attendais pas vraiment à ça en fait. Voilà. Ce qui est drôle aussi, c'est que je dois étudier ce livre pour l'agrégation et que Simone de Beauvoir passe l'agrégation dans ce livre. Voilà, c'était sympa. Je me suis mis à sa place, je me suis dit « Ouh, ça va être trop cool !» Donc je me suis beaucoup identifiée à elle, pas seulement grâce à l'agrégation, mais parce que je me suis retrouvée dans certaines situations où elle était ou dans certaines réflexions qu'elle se faisait. C'était vachement intéressant. On a aussi l'apparition de Jean-Paul Sartre à un moment donné, puisque... quand elle passe l'agrégation, elle l'a déjà rencontré. J'ai aimé aussi ses amitiés, par exemple le personnage de Zaza que j'ai adoré. Bon, l'écriture évidemment, voilà. Et je ferai une chronique sur le blog bientôt. J'ai déjà posté l'article, mais sans chronique pour l'instant. Et donc je le ferai bientôt, je pense. Voilà. Donc c'est tout pour ce premier bilan lecture. Je pense qu'il a été très long, je suis désolée. Mais j'ai lu beaucoup de livres, donc je préférais vous les présenter histoire de pouvoir les ranger entre guillemets, puisqu'ils sont sur une table... en attendant d'être filmé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu quand même malgré sa longueur. Dites-moi si vous avez déjà lu certains de ces livres ou si vous voulez les lire ou quoi qu'est-ce. Dites-moi ce que vous avez lu pour l'instant en juillet. Merci à ceux qui aiment les vidéos, qui s'abonnent et qui commentent. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Alors je vais vous tourner une palle parce que je vais faire plusieurs challenges Harry Potter. Donc je vais faire les hauls pour juillet, donc j'ai déjà commencé mais bon, voilà. Je vais faire le challenge des 4 maisons et les newts pour août. Voilà, donc vous aurez une petite palle, une petite. Voilà, on se comprend. Et je vais aussi vous tourner enfin mes meilleurs livres jusqu'à maintenant, puisque je devais faire ça et j'ai été emportée par la Coupe du Monde, tout ça, on va dire. Donc voilà, je vous tournerai ça. À bientôt, bye.